Ensemble opérationnel de l'école et diplômés bénévoles, nous avons la mission de faire grandir le réseau, de le développer pour apporter de la valeur aux diplômés d'Audencia à toutes les étapes de leur parcours, de l'entrée à l'école jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle et même après encore. C'est pourquoi nous avons souhaité vous proposer cette soirée, une soirée d'inspiration et de fierté, une soirée qui vous fera toucher du doigt l'audace et la responsabilité, deux valeurs cardinales de l'école et partagées par l'ensemble de ses diplômés. Une soirée pour comprendre comment, à travers ses étudiants et diplômés, Audencia participe aux grandes innovations et transitions vers le monde de demain. Nous sommes à la fin du mois de mai 68 et dans les premiers jours de juin. À Paris comme à Nantes, les manifestations font rage quotidiennement. L'essence manque, les déplacements deviennent difficiles. Rue Voltaire, à Subdeco-Nantes, comme on disait alors, les cours sont suspendus depuis plusieurs jours, sur ordre du directeur, M. Touchard, qui a préféré fermer l'école pour la tenir à l'écart des mouvements en cours. Le matin de l'examen final, c'est une affichette apposée sur la grille de l'école qui prévient les étudiants que les épreuves n'auront pas lieu. La promo 68 sera diplômée grâce à une moyenne des notes obtenues sur les 3 années d'études. La promo 69 est, elle, admise en 3e année et les vacances estivales commencent. Quelques diplômés de 68 et de 69 ont bien voulu nous confier leurs souvenirs d'une période particulière, libertaire, révolutionnaire, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et nous avons compilé ces souvenirs dans The Mag, votre nouveau magazine digital, et sur Together. Je voudrais d'ailleurs chaleureusement les remercier, chacun d'entre eux, de nous avoir ouvert les portes de leur mémoire. Une mémoire, des souvenirs qui démontrent à quel point ils se sont finalement sentis des témoins passifs des événements. Comment ils ont eu l'impression que cette révolution n'était pas la leur, que ce monde nouveau auquel aspiraient les étudiants n'était pas leur monde. Aujourd'hui, les révolutions ont changé. Elles sont technologiques, elles sont comportementales. Les révolutions sont une œuvre collective tout autant qu'individuelle. Elles sont la somme des actions que chacun d'entre nous pose dans son quotidien. Les révolutions sont le fruit d'immenses ou de micro-inventions qui naissent dans un garage californien ou dans les nouveaux espaces de travail de start-up, elles-mêmes devenues géantes. Elles forment un tsunami d'intelligence artificielle qui transforme les usages, les quotidiens, les habitudes, les repères, mais qui sauvent aussi, qui rapprochent aussi, qui libèrent aussi. Les révolutions rouges d'hier ont laissé place au vert, puis au bleu, laissant parfois penser que nous avions fait un tour complet sur nous-mêmes. Hier, nos parents militaient pour une consommation libérée, simple, faite de plastique jetable. Nous en sommes revenus ou nous sommes sur le chemin du retour. La couche lavable, le do-it-yourself, le homemade, le recyclé, le bio, le bon. Être locavore zéro déchet, voilà une nouvelle préoccupation de consommateurs. Ces révolutions d'aujourd'hui sont au cœur de nos vies, les Audenciens y participent, et c'est un immense plaisir de mettre à l'honneur ce soir quelques-unes de leurs réussites et de leurs engagements. Lors d'un G7 où notre première invitée travaillait comme conseillère du ministre argentin de la modernisation, elle réalise que la plupart des grands projets, publics et privés, se contentent du mieux quand ils pourraient être bien. Non pas par manque d'ambition, mais par absence de formation individuelle sur le nécessaire changement de paradigme. Nos écosystèmes ont changé et avec eux, nos manières de créer de la valeur, ainsi que la perception même que nous avons de cette valeur. À sac à dos ou en attaché-caisse, elle est partie en quête de solutions. Après de nombreuses collaborations avec des experts comme Gunther Paoli, après avoir donné des centaines de conférences, elle est rentrée en France et a créé un club dédié au passage à l'action écologique, Edeni. Ces déchets annuels tiennent dans un bocal. Mesdames, Messieurs, chers diplômés, Hélène de Vestel. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant d'introduire très rapidement ce propos, comme j'ai l'honneur de pouvoir être la première intervenante, je vais vous demander un petit exercice que ceux qui m'ont déjà vu en conférence connaissent peut-être déjà. Mais pour tous les autres, c'est un petit exercice inspiré des neurosciences que j'aime bien pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors je vais vous demander,
pour voir un petit peu l'harmonie qu'il y a dans nos chers diplômés ce soir, de tous taper dans vos mains à l'unisson au bout de 3. Je vais donc compter 1, 2, 3, et au moment où je vais prononcer la parole 3, je veux qu'on tape vraiment une fois, une seule fois, et qu'on entende, mais un son parfait, très pur, qui dure 1 seconde, et qui fera un petit peu l'unisson méditatif qu'on a tous ensemble. Alors attention, je vais parler fort. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors j'ai pas dit 3, vous avez tapé avant. Et pourquoi? Eh bien parce que l'action est beaucoup plus importante que la parole. Donc tout ce qu'on va vous dire ce soir, si vous ne passez pas à l'action après, ça ne servira à rien. Voilà, déjà pour introduire un peu le propos. Alors ensuite, mener la révolution, faire la révolution. Alors moi je ne considère pas que je mène une révolution, je considère que c'est plutôt une révolution qui m'emploie. C'est-à-dire que je me mets au service de quelque chose qui dans tous les cas est inévitable. On n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme et d'apprendre à gagner son pain pour être révolutionnaire. Ça ne demande pas forcément un pognon de dingue. Néanmoins, ça demande vraiment de changer son paradigme et de se poser les bonnes questions. René Char disait tout le temps, l'essentiel est sans cesse remis en cause par l'insignifiant. Et il est vrai que dans nos sociétés, on a beaucoup d'insignifiants qui nous entourent, qui nous alourdit vraiment très concrètement. Et c'est pour ça qu'au tout début, je me suis mise en quête de voir un petit peu comment m'alléger. M'alléger premièrement parce que je partais pour une expatriation. Et puis surtout ensuite dans ma vie professionnelle, de voir ce qui pouvait avoir le plus d'impact de manière très concrète. Ceci se concrétise totalement dans nos déchets. Donc ça, c'est le fameux bocal. Oui, je suis une des seules personnes qui se promène avec sa poubelle en permanence. Donc c'est ma poubelle annuelle, là un petit peu plus. Elle est tellement pleine depuis mars 2017 que Audencia m'a généreusement offert une affiche d'un créateur et je les en remercie, mais je l'offrirai moi-même à la fin puisque je n'ai plus de place pour mettre le plastique qui entoure l'affiche et parce que je n'ai pas forcément besoin de cette affiche non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a 1000 manières d'essayer de participer à cette révolution dont on a besoin parce que d'une pénurie des matières premières qui arrive, on estime qu'on n'aura plus d'or en 2025 et on en a besoin pour nos ordinateurs. De deux, la destruction de la biodiversité. On a détruit plus de 50% de la biodiversité, 80% de la biomasse d'insectes par exemple. De trois, eh bien, c'est le réchauffement climatique dont vous avez certainement entendu parler. J'étais encore avec Al Gore la semaine dernière à Berlin pour les Climate Reality Leaders, dont je vous encourage à aller voir tous les travaux et les boucles de rétroaction et de comprendre vraiment ce phénomène sans en avoir peur, mais de se l'approprier à l'échelle individuelle avec donc, le 4e grand défi de l'ONU, c'est la réduction des déchets. Pourquoi la réduction des déchets? Parce que c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose que vous avez forcément en fin de journée, que ce soit au bureau ou que ce soit chez vous. Or, s'il y a déchets, c'est forcément qu'il y a erreur quelque part, c'est qu'on s'est trompé, c'est que nos processus n'ont pas été optimisés pour qu'il y ait ce déchet in fine. Donc c'est important de pouvoir se réapproprier ce pouvoir qu'on a chacun de nous, de se poser la question, est-ce que ce produit, ce service, j'en ai réellement besoin? Et si oui, comment je peux faire pour d'une, éventuellement le refuser, le remplacer par quelque chose d'autre, deux, le réduire, tout ce que j'ai déjà chez moi, alors j'ai peut-être plein de trombones différents qui servent à rien, plein de stylos, plein de shampoings, est-ce que finalement un ne suffirait pas? De trois, de pouvoir le réparer, utiliser aussi l'économie de l'usage plutôt que l'économie de la possession. Ensuite, de recycler, si on n'a vraiment rien réussi à faire d'autre. Et enfin, le 5e R, revendiquer. Vraiment, soyez fiers de vos convictions en tant qu'audencien, en tant qu'audencienne, en tant que tout ce que vous avez pu apprendre dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, avec vos amis. Et de se dire que finalement, si on a des convictions, mais qu'on est incapable de les appliquer à soi-même et surtout de les revendiquer, c'est comme de ne pas en avoir. Imaginez Rosa Parks dans un bus à côté de vous, victime d'un acte de racisme, et alors que votre vie n'est pas en danger, vous ne faites rien.
eh bien c'est comme si vous n'étiez pas du tout antiraciste finalement. Eh bien c'est exactement pareil avec le zéro déchet comme on peut l'appeler, mais sur tout plein d'autres choses, sur la nutrition, sur la bienveillance qu'on peut se porter avec les uns les autres. Et c'est pour ça qu'Edeni essaie humblement à son échelle, donc Edeni, ce club, cette association, cette structure mi-SAS, mi-associative, eh bien, travaille avec maintenant presque 10 000 personnes dans notre secteur, eh bien, qui essayent de se renforcer pour avoir une approche un peu holistique avec les indicateurs de santé, écologie, éthique, de ne pas mettre de poussière sous le tapis. Et je vous souhaite vraiment d'expérimenter la joie que ça fait de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur sa consommation, sur ses actions. Et puis c'est possible dans toutes les grandes entreprises parce qu'on travaille avec aussi bien Decathlon que Greenpeace, que Sea Shepherd, que L214, que la Société Générale, que le gouvernement même maintenant. Donc vraiment, je vous invite à vivre vous-même la révolution, non pas forcément pour la mener, mais pour rejoindre celles et ceux qui participent, chacun à son échelle. Merci. Merci Hélène. Notre deuxième invitée fait partie de ces diplômés au double cursus. Elle imaginait plutôt sa carrière dans la biologie, mais elle s'est convertie à l'entrepreneuriat à Audencia. Après un doctorat en biologie et quelques années chez Siemens Healthcare, elle intègre en 2009 l'Exec MBA pour développer ses compétences managériales. 18 mois plus tard, elle en sort avec une meilleure connaissance de l'ensemble des métiers de l'entreprise, mais également une forte envie de créer sa start-up. Aujourd'hui, avec Erami, elle s'apprête à révolutionner le diagnostic et la prise en charge du cancer du sein grâce à l'intelligence artificielle. Mesdames, Messieurs, Sylvie Davila. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, avant de vous parler de ma révolution à mon niveau, ce que je voudrais dire, c'est que pour qu'une révolution et de l'audace puissent aboutir, c'est du travail collaboratif, c'est de la collaboration, c'est de l'accompagnement, du soutien. Et c'est vraiment avec une équipe qu'on peut arriver à concrétiser quelque chose. Alors, je vais vous parler du cancer du sein. On a malheureusement tous été confrontés de près ou de loin au cancer du sein. En effet, le cancer du sein est le premier cancer en termes de fréquence chez la femme. Il peut être une femme sur 10 est concernée et sera concernée par le cancer du sein. C'est le premier cancer en termes de fréquence chez la femme, mais par contre, s'il est diagnostiqué de façon précoce, il peut être guéri dans près de 90% des cas. J'ai donc décidé de créer mon entreprise, Erami, et je m'appuie et j'ai pour ambition d'accélérer et de fiabiliser le diagnostic radiologique du cancer du sein en m'appuyant sur l'intelligence artificielle. Ce que je veux faire, ma volonté est de fournir aux radiologues est vraiment d'améliorer le processus de diagnostic pour les radiologues en leur fournissant un logiciel d'aide au diagnostic qui va les aider à optimiser leur temps et à se centrer et à centrer leur activité à nouveau sur le patient. En effet, quand vous allez passer un examen d'imagerie médicale dans un cabinet de radiologie, vous allez d'abord être accueilli par la secrétaire médicale. Ensuite, le manipulateur radio ou la manipulatrice radio va venir vous chercher, vous accompagner et va ensuite effectuer l'examen. Après, vous allez être reçu par le radiologue qui ne pourra vous consacrer que quelques minutes de son temps pour vous transmettre son diagnostic. Et en général, lorsque vous allez échanger avec lui, vous allez souvent poser beaucoup de questions et le radiologue va très vite vous faire comprendre qu'il est pressé. Alors non pas qu'il ne veuille pas échanger avec vous, mais c'est surtout qu'il est débordé. Donc en général, et tout le monde a ressenti cette frustration quand on quitte le cabinet de radiologie, c'est de ne pas avoir eu de réponse à notre problème ou pas suffisamment été éclairé et de ne pas avoir vraiment eu de réponse à toutes les questions qu'on avait dans notre tête. Donc imaginez ce qu'une patiente qui vient d'être reçue par un radiologue et sur laquelle on suspecte un cancer du sein, imaginez ce qu'elle peut ressentir et dans quel état d'esprit elle est lorsqu'elle quitte et à sa sortie du cabinet de radiologie.
Donc le manque de disponibilité du radiologue va vraiment majorer l'inquiétude et le stress de la patiente. Elle est perdue et angoissée. Donc je veux vraiment changer cela et je veux vraiment apporter au radiologue des outils qui vont lui permettre de passer plus de temps, de consacrer du temps sur la patiente, d'avoir un meilleur accompagnement psychologique de la patiente. Et je veux recentrer la patiente au cœur du processus de diagnostic et de prise en charge. Alors ceci est possible grâce justement à l'intelligence artificielle dont on entend parler de plus en plus. Alors la machine ne remplacera pas l'homme, ni le médecin. Moi ce que je veux, c'est que la machine et le radiologue puissent travailler ensemble pour améliorer la prise en charge des patientes. Alors en effet, quand un radiologue, il passe la majorité de son temps où? Dans l'obscurité, devant 2 écrans ou plusieurs mêmes écrans d'ordinateur, à interpréter des examens d'imagerie médicale. Ces examens d'imagerie médicale, la plupart du temps, et heureusement, ils sont normaux et il n'y a rien à voir. Mais dans une journée d'interprétation, il aura passé tellement de temps sur des examens où il n'y a rien à voir et où sa valeur ajoutée n'apporte rien, que lorsqu'il va se retrouver face à un examen où effectivement là, il y a des lésions suspectes, il aura les yeux tellement fatigués qu'il peut très bien passer à côté de la lésion. Une machine, à la différence de l'homme, qu'il soit 8 heures du matin ou 7 heures du soir, elle sera aussi performante le matin qu'en début d'après-midi ou en début de soirée. Un radiologue, c'est un humain, il ne pourra pas être aussi performant le matin qu'en début de soirée. Donc du coup, ce que je veux, c'est que par un travail en binôme, la machine et le radiologue puissent, avec une répartition des tâches qui soit intelligente, c'est-à-dire que la machine remplace le radiologue sur les examens où il n'y a rien. Donc ça ne sert à rien qu'il passe du temps. Donc la machine va aller aider le radiologue et va identifier les examens où il y a des zones suspectes, donc des lésions. Et donc le radiologue va pouvoir plus consacrer son temps sur les examens des patientes où il y a des anomalies et des lésions, et aussi consacrer plus de temps à accompagner la patiente dans le processus de prise en charge. Donc c'est une vraie répartition intelligente des tâches et non un remplacement du médecin par la machine. Alors c'est vrai que mon projet il est très technologique, ça tourne autour du radiologue, mais je veux vraiment, à partir de tout un processus de communication, me rapprocher le plus possible des patientes et de pouvoir communiquer. Et donc pour cela, c'est m'appuyer sur tout ce qui est thématique sport et cancer. Et donc je démarre du sponsoring au niveau de certaines activités sportives. Et Erami va aller au triathlon et participer au triathlon entreprise Audencia-La-Bolle en septembre. Alors il m'a fallu 7 ans pour concrétiser ce projet, vraiment de me décider à aller créer mon entreprise et donc me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais je suis maintenant vraiment très fière de pouvoir créer de la valeur sur une cause telle que celle-là. Je vous remercie. Merci Sylvie. Pionnier engagé, notre 3e invité s'investit pour le développement durable depuis toujours, à peu près. En dernière année à Audencia, il a lancé le Tour de France du développement durable. À 25 ans, fraîchement diplômé, il signe aux côtés de l'irrésistible optimiste Stéphane Hessel un essai baptisé « Engagez-vous », qui le place comme un témoin essentiel et intérieur du mouvement des indignés. Fondateur de la collection Conversations pour l'avenir aux éditions de l'Aube, il a publié de nombreux livres d'entretien avec des personnalités engagées comme Daniel Mitterrand ou Philippe Starck. Il dirige Reporters d'espoir et organise la France des solutions, où acteurs associatifs et politiques se retrouvent pour développer des leviers de changement. L'information qui donne envie d'agir pour réinventer demain, c'est le message qu'il est venu vous livrer ce soir, cher diplômé Gilles van der Putten. Le monde change. Chaque jour, nous sommes exposés à de graves problèmes qui alimentent la peur et l'immobilisme, au risque de décourager ceux qui voudraient faire face. Les citoyens dans l'adversité doutent d'une politique sous influence, éloignée de la vie quotidienne.
Des révoltes s'élèvent des banlieues. Des entreprises sombrent dans la crise. Les bouleversements écologiques menacent les équilibres du monde. C'est une réalité. Et c'est le rôle des journalistes de la refléter. Mais le monde est complexe. Alors notre rôle de journaliste, c'est de refléter toute la réalité. C'est aussi une conscience qui s'éveille face aux bouleversements écologiques. Des entreprises qui se réinventent dans la crise. Des talents qui se révèlent dans les banlieues. Une politique qui influence la vie quotidienne. Des citoyens qui agissent ensemble dans l'adversité, se réunissent pour faire face et défient la peur et l'immobilisme. En montrant aussi ceux qui trouvent des solutions à de graves problèmes et qui font que le monde change, l'information peut donner envie d'agir. Reporter d'espoir pour une info qui donne envie d'agir. Bonsoir à toutes et tous, merci pour... Je suis content que cette vidéo vous plaise. Vous avez compris, ma révolution elle est médiatique essentiellement, mais avant d'en venir là, je voudrais vous parler des années Audencia, parce que tout s'est forgé là-bas. Quand je suis arrivé en 2005 pour passer les entretiens d'admission, certains d'entre vous étaient là, je vous reconnais. Vous vous souvenez peut-être que Audencia était la seule école à parler de donner du sens au management et à l'illustrer concrètement avec le parcours responsabilité globale. Quand nous on a vu ça avec 2-3 amis de promo, on s'est dit il y a des outils, il faut qu'on les utilise. On a créé l'association développement durable de l'école avec le soutien de Christophe Germain ici présent. Et de là, on a créé un festival du film sur l'environnement parce qu'on s'est dit à l'époque, il était encore temps de sensibiliser par l'image et par la rencontre avec des grands explorateurs, des grands scientifiques. Et comme vous l'imaginez, une des sources d'inspiration majeure, c'est Jean-Louis Etienne qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Et Jean-Louis, on va le retrouver dans la suite de nos aventures. Tu évoquais le Tour de France du développement durable qu'on a lancé avec des camarades. Là, on avait envie d'aller sur le terrain c'était en période de Grenelle de l'environnement, pour illustrer concrètement les enjeux du Grenelle, qui étaient un peu abstraits, par les réalités concrètes de gens qui, hier utopistes, aujourd'hui sont des acteurs de solutions, des gens qui apportent des réponses concrètes. Après ça, il fallait passer aux choses sérieuses, donc on est tous partis dans la banque, la finance, le conseil, moi compris, alors dans le conseil en RSE. Et en parallèle de ça, j'ai continué à écrire parce que ce Tour de France a donné lieu à un bouquin, préfacé, deviné par qui? Par Jean-Louis Etienne. Et on fête nos 10 ans, ce livre est sorti il y a 10 ans tout juste. Et avec cette envie d'écrire et ce goût de l'écriture, je suis parti en quête d'auteurs à interviewer, de personnes à interviewer. Et là, j'ai rencontré un vieux monsieur avec lequel on a fait un livre d'entretien sur l'engagement. Ce monsieur, alors, j'ai mis du temps à reprendre contact avec lui parce que je cherchais un éditeur et personne ne voulait de mon livre, qui devait s'appeler Conversation sur l'engagement. Et ce monsieur, en fait, quand je lui ai annoncé que j'avais trouvé les éditions de l'Aube, il me dit « Ah Gilles, au passage, on m'a interviewé, je vais faire un autre bouquin qui devait être écoulé à quelques centaines d'exemplaires, un petit livret, 20 pages, 3 €. Et ce livre, enfin ce monsieur c'était Stéphane Hessel et ce livre c'était Indignez-vous. Et ça évoque sans doute des choses à la plupart d'entre vous. Ce petit livre, ça a été la bannière des Indignados en Espagne notamment. 500 000 personnes dans les rues de Madrid, de Barcelone. Et si vous voulez, cette aventure, moi, m'a pas laissé indemne parce que c'était le point de départ d'un engagement accru. Je me suis dit, je peux pas avoir vécu le mouvement des indignés en tant qu'observateur, mais quand même en tant que partie prenante, et avoir écrit un bouquin qui s'appelle « Engagez-vous », la suite écrite avant et publiée après. Voilà, donc je me suis dit, je vais m'engager dans l'associatif au quotidien. Et c'est là que j'ai rejoint Reporter d'espoir, donc vous avez compris la philosophie dans cette vidéo. Le pari, il est que les médias ont un impact sur nous. Quotidiennement, on est exposé à des centaines, à des milliers de messages. Ces messages, la plupart du temps, dans l'actu, ils sont anxiogènes. Et quand on travaille avec des sociologues, des psychologues, des psychiatres, etc., des gens de neurosciences aussi, ils nous expliquent l'impact que ça a sur nous. Et ça a plutôt un impact en termes ça nous décourage plutôt à l'action plutôt que ça nous encourage. Et donc nous, à partir de ça, on se dit, les médias ont un pouvoir,
si ce pouvoir peut être mis au service des solutions, des gens qui agissent sur le terrain, comme nos deux camarades de promo, si on fait connaître davantage ces initiatives, alors là, il peut se produire des choses magnifiques. Et donc, c'est notre travail au quotidien de faire le lien entre les acteurs de solutions et les médias. Et on arrive à des choses assez significatives quand on travaille avec TF1, avec Libération, avec Le Figaro, avec Combini, avec Melty, avec les youtubeurs aussi, avec Jérôme Jarre, avec Hugo Décrypte, tous ces nouveaux médias. On voit que les médias peuvent contribuer à faire changer non seulement les états d'esprit, mais aussi à agir et à nous insuffler, à nous inspirer à l'action. Donc voilà, et tout ça pour vous dire en fait que où qu'on soit dans les médias, dans les grandes entreprises, dans les petites associations, dans les structures hybrides, tous les deux on gère des associations et des entreprises sociales au quotidien, où qu'on soit on peut être acteur de changement et souvent l'impulsion elle vient de rencontres. Et je suis d'autant plus ému ce soir que Jean-Louis est là puisque ça fait 10 ans maintenant que tu réponds présent à nos différentes initiatives. Donc voilà, l'engagement c'est aussi une histoire de rencontre. Donc merci à Jean-Louis et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci Gilles. On a un petit moment à passer avec tous les trois et donc je vous invite à poser vos questions si vous en avez individuellement, donc en utilisant Wizambly. Moi, j'ai une petite question à vous poser à chacun d'entre vous. On vous a contacté individuellement quand on a commencé à sentir ce sujet. On vous a soumis les premières pistes qu'on avait qui étaient autour de révolution numérique, révolution écologique. On ne savait pas forcément trop. Et tous les trois, vous nous avez dit, mais en fait, il y a du lien, prenez tout et faites-en un seul sujet. Et effectivement, à vous entendre, on a ce sentiment que les choses sont finalement pas déconnectées et que le numérique est au cœur de la révolution écologique, que l'écologie est au cœur de la révolution numérique également, et que le lien de tout ça, c'est l'engagement. Donc peut-être la question que je voudrais vous poser, c'est concrètement, comment on passe à l'action, comment on s'engage, peut-être pour certains pour la première fois. Comment on s'engage, ça peut être tout simplement un jour en se disant je vais prendre mon vélo plutôt que de prendre ma voiture, ou je vais ne pas manger de viande cette semaine, ou je vais voilà, ça peut être très très simple. Sur le digital, effectivement, c'est lié, que ce soit la santé, l'écologie ou l'éthique. Le digital peut avoir un rôle à jouer là-dedans, et ne serait-ce qu'en supprimant 30 mails, on économise 24 heures d'une ampoule allumée en termes de bilan carbone. Et donc, de voir le coût complet qu'il peut y avoir derrière le digital aussi nous incite à revoir et voir que l'intelligence artificielle, elle ne sera que ce qu'on en fera finalement. Donc si l'intelligence artificielle compile les données des 50 dernières années de l'humain, ça risque de pas être super brillant en tant qu'intelligence artificielle. On se retrouve avec des voitures qui écrasent des femmes parce que il y a forcément au bout d'un moment donné quelqu'un qui a rentré dans l'algorithme. Eh bien, si le feu est au vert, tu passes. Et puis s'il y a une femme qui traverse, voilà, c'est pas forcément rentré. Et puis surtout, il a compilé l'intelligence humaine qui parfois, face à une situation, ne fait pas forcément le bon choix. Et qu'est-ce que le bon choix? Finalement, la machine, tout comme l'homme, ne le sait pas forcément. On est vraiment face à nous-mêmes, face à notre responsabilité de se dire ok, tous les jours, j'ai de l'argent à dépenser, qu'est-ce que je vais en faire, dans quoi je l'investis, dans quoi je le mets, et c'est beaucoup plus fort qu'un bulletin de vote. Alors c'est vrai que l'avantage d'avoir fait des témoignages un petit peu différents et de voir qu'il y a des connexions et des liens entre ces témoignages, notamment avec le numérique. Après, la réponse à l'engagement, on peut se dire que ça se fait d'un claquement de doigts. Alors pour les gens qui nous entourent peut-être, mais après au fond de soi, c'est pas forcément suite à un claquement de doigts, c'est vraiment en général quelque chose qui se mûrit, même si tout d'un coup on prend une décision. Après, pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui peut faire peur, après, notamment en France, mais on prône quand même une intelligence quand même qui est éthique
et qui est responsable. Et avec ça, il n'y a pas de souci à avoir pour justement prendre l'avantage de ce que l'intelligence artificielle peut amener à l'être humain pour pouvoir justement mener à bien plein de projets et plein d'actions. Sur les sources d'engagement, donc comment passer à l'acte? Écoutez, moi quotidiennement je vois des centaines d'initiatives avec des gens qui ont des profils très très différents. Ça peut être des anciens banquiers qui deviennent entrepreneurs sociaux parce qu'ils ont des outils et ils veulent les mettre au service d'une cause plus identifiable que celle à laquelle ils contribuent habituellement. Ça peut être des gens qui dans leur structure, regardez en ce moment dans des grandes structures comme Michelin, vous avez le patron Jean-Dominique Sénard qui pousse ce sujet de l'entreprise à mission. C'est vrai que souvent on reproche aux grandes entreprises de ne pas bouger assez vite, de ne pas être assez engagées, etc. Là il dit qu'il faut que l'engagement il apparaisse même dans les statuts même de l'entreprise. Alors ça crée des débats et des scissions dans les groupements d'employeurs et d'entreprises, mais vous voyez à toute échelle, moi je vois des petites associations avec une ou deux personnes qui agissent dans le médico-social. Je vois des choses qui prennent beaucoup d'ampleur comme le groupe SOS par exemple, qui est une des pépites de l'entrepreneuriat social, où on voit des gens s'engager sur la lutte contre la drogue et puis qui petit à petit créent des centres de réinsertion, créent des entreprises autour de ça. Je pense que nous, Audenciens, on a des outils. C'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, c'est y compris en tant qu'étudiant, quand on arrive dans l'école, on a la possibilité de créer des assos. Moi, je me souviens de lever des fonds grâce au réseau Audencien, c'était... avec le recul, c'était presque facile. Voilà, on a des outils qu'on peut mettre au service de ce qu'on souhaite, puisqu'il ne s'agit pas de donner des leçons, mais voilà, à chacun de voir autour de lui, et c'est ce que dit Jean-Louis dans ses ouvrages, de pouvoir agir sur sa zone d'influence. On a tous des outils et la possibilité d'agir là où on se trouve. Donc, finalement, l'engagement, la valeur d'engagement est devenue une valeur de création entrepreneuriale, on va dire, un des premiers moteurs de la création entrepreneuriale, selon vous. Alors, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Moi, je me souviens, avant d'entrer à Audencia, pourquoi j'ai fait le choix de faire une école de commerce, c'est parce que j'étais fasciné par ces jeunes de 17-20 ans qui, dans les années 98-2000, avant l'éclatement de la bulle, les Oriane Garcia, les Jérémy Bérébi, les fondateurs de Multimania, Lycos, etc., ils surfaient sur cette révolution numérique, du web 1.0, et petit à petit, alors pas forcément eux, mais on a vu les choses évoluer avec Blablacar, avec plein d'entrepreneurs sociaux maintenant qui utilisent l'IA ou la tech au service, par exemple, de l'insertion de personnes, des migrants, de l'aide au SDF, etc. Il se passe vraiment plein de choses, mais il y a eu une mutation quand même, je pense, de l'alliance de la technologie avec l'impact social, sociétal, écologique, etc., qui est vachement enthousiasmante. Alors, une petite réaction, mais sinon j'ai aussi une question qui nous arrive de la salle et qui à mon avis pourra te parler, Hélène, qui est, pensez-vous qu'il soit possible de faire évoluer une grande organisation sans en être un CEO, ou bien la révolution ne se fera qu'en créant un autre modèle à côté des organisations traditionnelles? Alors, moi, je pense que changer les organisations, et je pense qu'il y a une mutation, et je pense qu'on le voit notamment dans les startups et dans les petites entreprises qui grossissent. Après, dans une multinationale, c'est compliqué, sans organisation, mais dans des petites entreprises, dans les startups, sans une vraie organisation très hiérarchique, je pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir avoir une implication de tout le monde dans le projet et de mener à bien un projet d'entreprise ensemble. Et c'est vrai qu'après, il y a plein d'innovations sur tout ce qui est organisationnel. Après, je dirais que dans une multinationale, ça peut être compliqué. Moi, j'ai rien du tout contre les grandes entreprises. Les multinationales, je considère qu'effectivement, à partir du moment où il y a un seul modèle qu'on réplique de manière totalement uniforme dans le monde entier, ça ne
je ne pense pas que ça puisse fonctionner dans le monde vers lequel on se dirige, tout simplement parce qu'à des problèmes globaux, on a besoin de solutions locales. Et ça, c'est vraiment important. Donc, après, le modèle des franchises ne me dérange pas, par exemple, de pouvoir avoir certains coûts optimisés, certaines choses qu'on va répliquer, mais pas le même modèle exact. Par exemple, la grande multinationale à McDonald's, pour moi, ça, enfin, je pourrais pas m'adresser en fait à une entreprise comme ça en tant qu'Edeni parce que je n'aurais pas de solution par rapport à son modèle. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en s'adressant à des individus plutôt qu'à des structures, à des méga-structures qui veulent plus rien dire, où tout le monde se défausse derrière justement un grand titre, quand on s'adresse à des papas, à des mamans, à des frères, à des sœurs, à des individus, là on a quelque chose à voir. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le directeur du Point et d'avoir vraiment plus de 3 heures de formation avec lui en voyant justement cet apport holistique qu'on a pu créer avec ces 60 experts au sein d'Edeni. Et de voir que finalement, on a toujours quelque chose qui va nous porter, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les médias, que ce soit sur l'écologie, l'éthique, quelque chose qui nous touche directement. Et à partir du moment où on a enclenché un changement de paradigme concret, où on voit les choses différemment, on se dit, ok, moi j'ai envie d'améliorer les choses dans mon foyer ou pour mes proches. Comment je peux vivre en étant totalement schizophrène, en allant dans mon entreprise tous les jours et que ça ne change absolument rien. J'en ai parlé à Station F, là où on est en ce moment. On vous invite à venir nous voir à Station F et Edeni, à voir l'assaut et à venir à tous ces événements, ces ateliers qu'on organise. Et même là, à Station F, qui se veut le plus grand espace d'incubé au monde, on se retrouve avec des déchets partout, alors que l'établissement a moins d'1 an. Donc on essaie tout de suite d'être dans l'itération et de changer ça directement. Et de se dire comment on peut se considérer engagé, de dire on va créer les meilleures startups au monde, s'il n'y a pas le minimum de la base qui est d'avoir au moins un impact neutre. Après, c'est son produit, son service, le besoin auquel on va répondre qui va créer un plus pour la société. Mais si on démarre déjà avec 100 points en dessous de 0, et donc il faut vraiment que son produit soit super balèze pour réussir à remonter au-dessus de ça. Alors que si on démarre déjà avec un impact neutre qu'on a réfléchi, on est déjà mieux. Mais ça, et ça revient à tout à l'heure, quand tu disais l'engagement, finalement, d'où il vient, il n'est pas si simple à avoir. Et on a besoin des médias, et on a besoin des entrepreneurs qui témoignent et qui en partagent, parce qu'il y a un manque crucial de connaissance des alternatives qui existent, un manque de confiance dans ces alternatives et les acteurs qui les portent, où on voit soit du greenwashing, soit des hippies bobozadistes. Et ensuite un manque d'accompagnement. On a des profs à Audencia pour nous accompagner sur le marketing, mais on n'a personne sur les révolutions personnelles et du zéro déchet, par exemple, mais c'est sur tout un tas d'autres sujets. Mais en tout cas, de penser en termes de coût complet, ne serait-ce que ça, ce serait une révolution dans nos méthodes d'éducation, et le message est passé à Audencia. Peut-être une question plus pour Gilles, justement, qui est pour combattre les dark patterns et la manipulation médiatique. Comment communiquer efficacement sans utiliser leurs techniques? Je ne sais pas quels médias sont visés là. Moi, pendant longtemps, j'ai été Small is Beautiful et je m'intéressais qu'aux petites initiatives, aux médias alternatifs et autres. Et puis, je me suis rendu compte que, en travaillant avec TF1, Libération, Le Figaro, toutes ces grandes marques médias, dont certaines ont encore beaucoup d'audience aujourd'hui, on arrivait à avoir des effets de levier très importants. Et donc, moi j'ai tendance à dire, quand je vois le projet de loi sur les fake news et autres, plutôt que de s'occuper à réguler les médias pour désigner ceux qui sont dans l'axe du bien ou du mal, peut-être qu'on gagnerait du temps à essayer d'entraîner ceux qui ont de l'information sérieuse, qu'on quand même, même les groupes médias envers lesquels on a parfois de la défiance, on voit quand même que c'est là qu'il y a des moyens d'avoir des journalistes qui font leur boulot, qui sont payés pour, qui le font plutôt bien. Donc je pense qu'il faut passer du temps sur l'accompagnement de ces médias-là, c'est ce que je fais au quotidien, et à l'émergence de nouveaux médias. Vous avez les Oui Demain, Socialterre, j'allais dire l'hebdo, mais non, des médias qui s'adressent à une petite audience, c'est 15 000 personnes par mois ou par trimestre, mais c'est souvent une source d'inspiration pour les grands médias aussi. Donc nous on essaie de faire circuler cette information des petits médias entre guillemets vers les grands,
Mais je pense, nous, comment on compte lutter contre les fake news, puisque c'est ce que je sens en filigrane, enfin dans la question. On prétend que, par exemple, sur un sujet comme le traitement médiatique des banlieues, 90% des sujets qui traitent des banlieues, des quartiers difficiles, ils sont traités de manière anxiogène. Une voiture qui crame, de la violence. Parfois, alors l'entrepreneuriat dans les banlieues, ça c'est un sujet quand même qui est souvent présent, mais ce qu'on dit à nos confrères, c'est si vous commenciez par élargir votre regard sur ce qui se passe dans ces quartiers, si vous parliez aussi de comment des mères au foyer créent des associations pour essayer d'allumer des contre-feux, pour que ça ne se reproduise pas, ou vous mettez un peu le focus aussi sur des entrepreneurs, sur la solidarité qui existe dans ces quartiers, etc. Si vous reflétiez davantage la réalité et la complexité des choses, vous aurez peut-être moins de lectorat et de défiance à l'égard de vous-même. Donc je pense, voilà, les médias créent, quand ils accentuent un trait spécifique, ils créent aussi une identification. Enfin, on voit des jeunes de banlieue qui se mettent dans la peau de ce qu'attendent les journalistes quand la caméra arrive. Ils savent qu'on attend d'eux de se comporter de telle ou telle manière, de dire telle ou telle chose, donc ils jouent ce jeu-là. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, et moi je pense que ce qu'on appelle le journalisme de solution, en parlant de problèmes et de réponses face aux problèmes, peut aider à recréer de la confiance à l'égard des médias qui... Enfin, les taux de confiance sont à, je crois, 25% des Français ont confiance dans les médias et dans l'information. Donc on a beaucoup de boulot. Ce qu'on nous dit et ce qu'on nous remonte aussi par Wisambly, c'est que c'est aussi affaire d'éducation. Alors, c'est cité par rapport aux fake news, mais j'allais dire... par rapport à l'ensemble de nos sujets. Je pense notamment aussi au sujet de l'intelligence artificielle où on a un peu cette crainte de quelque chose de déshumanisant et tout ça, et comment l'éducation peut nous accompagner sur ce chemin-là. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça devient du marketing. Tout le monde, on parle d'intelligence artificielle partout. Derrière l'intelligence artificielle, après il y a des mots plus techniques, on parle de machine learning, d'apprentissage automatique, et là on commence à rentrer un peu plus dans le dur. Et un ingénieur R&D, quand on leur parle d'intelligence artificielle, ça leur fait grincer les dents. Et quand ils entendent les médias parler de l'intelligence artificielle, ils grincent aussi des dents, et ils comprennent aussi après pourquoi il peut y avoir de la peur. Alors il y a des articles un peu plus maintenant qui commencent à vouloir rassurer les gens. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans et même il y a 1 an, les articles parlaient beaucoup justement de cette peur. Donc les médias, à chaque fois qu'ils parlaient d'intelligence artificielle, c'était pour dire que c'était pour remplacer l'homme, qu'il y avait un réel danger, qu'est-ce qu'on allait faire, la machine sera plus intelligente que l'homme. Maintenant, ça change. Alors notamment dans le domaine de la santé, il y a aussi le fait que les acteurs qui se sentaient concernés par justement le danger de l'intelligence artificielle. Donc, je prends l'exemple, par exemple, dans mon domaine avec les radiologues. Il y a 2 ans, quand on leur parlait d'outils qui allaient les aider et qui allaient s'appuyer sur l'intelligence artificielle, un radiologue disait carrément, c'est hors de question. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de radiologues. Donc, de toute façon, il y a tout un métier qui va partir, vous ne vous rendez pas compte. Maintenant, quand on parle à un radiologue de l'intelligence artificielle, il n'y a plus du tout ce même discours. Au contraire, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ça et que la priorité, tout compte fait, ce sont les patients, c'est la santé, c'est l'innovation justement. Et à un moment donné, il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon dans tout ce qui est algorithme et intelligence artificielle pour justement venir aider l'être humain. Après, ça se contrôle, ça se maîtrise. Et de plus en plus, on commence à parler, comme je disais tout à l'heure, d'intelligence artificielle éthique et responsable. Et c'est en parlant comme ça qu'on arrivera à rassurer les gens sur l'intelligence artificielle. Après, oui, on dit que les robots vont remplacer dans des hangars où il y a tout un système de maintenance et de livraison, il faut lever des charges lourdes. Pourquoi pas ne pas prendre des robots plutôt que de prendre l'humain? L'humain est tout à fait mieux dans un autre endroit que d'aller lever des charges lourdes. Donc voilà, il y a plus le côté bénéfique et l'apport bénéfique de l'intelligence artificielle plutôt que d'en avoir peur, mais ça va plutôt dans ce sens-là. Merci.
On arrive au terme de cette première séquence de notre soirée. Je crois que vous avez soulevé beaucoup de questions. En tout cas, je vois arriver pas mal de choses, et notamment des commentaires. Bravo, merci pour ces témoignages inspirants. Aussi, faire sa part. Donc, voilà, je crois que vous avez commencé à soulever un peu des sujets auprès des diplômés, et je vais vous inviter à regagner la salle, mais je sais que vous allez rester après et que vous serez là pour échanger dans le cocktail avec tous ceux qui souhaiteront vous poser des questions. En tout cas, merci à chacun d'entre vous d'être venu partager vos expériences personnelles et votre vision de ce sujet avec nous ce soir. Merci. Inventer demain, la force de l'explorateur n'est-elle pas celle-ci, au degré le plus ultime? Ces expéditions révolutionnent nos modes de pensée et le regard que nous portons sur la planète. Elles élargissent nos horizons tout en éveillant nos consciences. D'une certaine façon, ces expéditions ont révolutionné nos vies. Lui, il a décidé d'inventer la sienne, et c'est d'ailleurs le titre de l'un de ses derniers ouvrages paru en 2016. Sa vie, il l'invente jour après jour en dehors des routes tracées et nous incite à oser, à découvrir nos limites plus qu'à les dépasser, à user toujours plus de notre liberté. Infatigable défenseur de la planète, il a conduit de multiples expéditions à vocation scientifique et pédagogique, et la prochaine, Polarpod, l'emmènera pour une incroyable odyssée antarctique à bord d'un bateau vertical sur les mers australes. Mesdames, Messieurs, Jean-Louis Etienne. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez compris que vous avez en face de vous un héros. Ça partait mal. Ça partait mal parce que j'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc, j'étais orienté vers... D'abord, on passait des tests d'aptitude psychotechnique. Et à l'issue de quoi, donc, je me suis révélé comme un bon manuel et j'étais orienté vers le collège technique. En fait, ça m'allait bien parce que je voulais faire menuisier. Depuis que je suis tout petit, je travaillais le bois et j'aimais l'odeur de la colle à bois. Si vous travaillez le bois, ça sent l'amande amère, c'est délicieux. Donc, je voulais faire menuisier et il n'y avait pas de place dans la section menuiserie au collège technique. Et donc, on m'a mis ajustage sur métaux. Et là, pendant la première année, ça dure 3 ans, pendant la première année, on vous donne un bloc d'acier comme ça et 3 limes, la douce, l'allemande et la bâtarde. Et pendant 16 heures par semaine, on lime. Et vous devez faire des surfaces planes, des surfaces d'équerre. Puis il n'y a pas que ça, il y a un bureau d'études, on fait du dessin technique, on entre dans la vraie vie. Vous voyez? Et pour moi, ça a été une prise de confiance dans mon parcours scolaire. On n'est plus noté sur ses capacités, sur le latin, la culture grecque, dont je me foutais complètement. On est jugé sur les choses que l'on fait. Vous voyez? Et ça a été vraiment très révélateur. Donc j'ai commencé à aimer la scolarité, les maths, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, donc j'ai passé une formation de tourneur-fraiseur, et après le CAP, on entrait au brevet professionnel. Et là, j'ai été orienté avec quelques-uns de ma classe vers le bac technique qui venait d'être créé. Et donc, le bac, qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Je n'avais pas imaginé avoir le bac. Et donc, je voulais faire peut-être menuisier, ingénieur, architecte. J'ai décidé de faire médecine. Donc, j'ai fait une terminale mathématique, puis après, j'ai fait médecine. Et en mai 68, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'étais à Toulouse dans la fac. J'étais au front toulousain, et on avait des AG, Assemblée Générale, à l'amphi. Et tous les soirs, il y a des discussions, vous parlez de papier gras, très très vite, on était envahis parce qu'on mangeait des sandwichs sur place, etc. Il y avait un soir, après 15 jours, 3 semaines, il y avait 2 thématiques à l'AG, pour ou contre le doyen. Deuxièmement, l'autogestion des universités. Pas rien, hein. Pour ou contre le doyen.
pas grand monde savait à quoi servait le doyen, mais on était tous contre de toute façon. Et deuxièmement, autogestion des universités, alors là j'ai compris que j'avais atteint le maximum de mon investigation, de mon investissement dans ces soirées-là. Donc là, je me suis rapproché de l'hôpital, je suis allé voir un chef de clinique, je lui ai dit, est-ce que je peux assister à vos opérations? Il m'a dit, ben venez. Et tous les matins, j'étais là. Tous les matins de juillet, tout le matin. Et au mois d'août, arrive une urgence de la main. Et l'interne était parti dans le service, et le chef de clinique qui me voyait tous les matins, là, il a dit à la chef du bloc, qui s'appelait Madame Massat, habillez Étienne. Habillez Étienne. Ça, c'est un grand moment de ma vie. En chirurgie, on vous habille, hein, vous passez et on vous habille. Et donc, je fais l'aide opératoire. À l'aide opératoire, on aide le chirurgien, on ne prend pas d'initiative, on écarte, on éponge, etc. On l'aide. Et là, coup de foudre. Coup de foudre, en fait, parce que je me rends compte que la médecine est en train de me ramener vers le travail manuel pour lequel j'étais fait depuis longtemps. Et donc, j'ai eu une passion pour la chirurgie. Je n'ai plus quitté l'hôpital. J'ai passé le concours d'internat. J'étais interne en chirurgie. Et bien sûr, en orthopédie. L'orthopédie, c'est le squelette, c'est la charpente. On met des vis, des plaques, des broches, des clous. Moi, j'avais un CAP et je me débrouillais. Et donc, ça a été une passion totale pour cette chirurgie-là. Mais il y avait quelque chose de plus fort, très ancien. C'était de faire des expéditions. Ça, c'était une histoire de gamin, quoi. Hein. Moi, j'habitais chez nous à la campagne, je vivais dehors beaucoup, j'avais des animaux apprivoisés, quoi. J'avais une vie vers la nature beaucoup, et je m'imaginais, il y avait du vent, des fois de la neige, je m'imaginais que je faisais des expéditions. On avait à la maison un magazine, je ne sais pas qui c'est qui l'avait amené, parce que ce n'était pas le style de la maison, qui s'appelait l'Illustration. L'Illustration, vous le trouvez aujourd'hui chez les antiquaires, c'était le National Geographic français, du temps où la France avait cet empire énorme. La France avait des terres partout et envoyait dans toutes les colonies, dans tous les territoires, tous les corps de métier. Vous aviez des caravanes de porteurs, il y avait des bateaux qui quittaient le port, enfin, et je m'imaginais faire partie de ces expéditions. Et donc, avec cette compétence de médecin, j'avais la notion de l'urgence déjà, j'ai proposé mes services de médecin pour faire des expéditions. Et la première que j'ai faite, c'est avec le père Jaouen. C'est un jésuite qui avait un bateau, le Bel Espoir, et qui amenait avec lui des toxicomanes, des sorties de prison, pour les éloigner un peu et des fournisseurs, quoi. Hein. Et donc, j'étais médecin sur ce bateau, et j'arrive comme médecin. Moi, j'avais donc toute cette culture de l'urgence de l'hôpital, j'avais 3 caisses. Et Jaouen, c'est un bon breton, là, de Ouessant, il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là, quoi? Je dis, c'est la pharmacie. La pharmacie, il me dit, 3 caisses de pharmacie. On partait quand même pour traverser l'Atlantique, quoi. Et puis le bateau n'allait pas vite. Hein. Et il me dit, mais tu as amené des pilules? Merde. Des pilules, il me dit, ouais, attends, parce qu'il y a des garçons, il y a des filles, dès qu'on va passer la Corogne, les Canaries, il va faire beau, de la chaleur et tout, les règles vont devenir, ça va baiser, je veux pas m'emmerde. Voilà. Et donc moi j'avais déjà une 2e année d'internat en chirurgie, si vous voulez. J'avais vraiment une trousse à outils formidable, sauf que j'avais oublié pour lui ce qui était l'essentiel, les pilules. Enfin bon, c'était l'apprentissage du métier de... Et après, donc, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, j'ai fait des expéditions en Himalaya, en Patagonie. Pendant 12 ans, j'ai fait médecin d'expédition sur des grands projets géniaux. Et je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale, en remplacement. J'avais abandonné la chirurgie. La chirurgie reste une de mes frustrations. Attention aux frustrations. Bref, j'ai compensé par autre chose. J'ai tellement aimé l'ambiance chirurgicale. Vous êtes sous le cialytique, il y a une intensité, il y a une concentration, tout est centré. Et donc, j'aimais beaucoup ça. Si bien que, ce qui est une réalité, quand je découpe un poulet, je passe par les aponévroses, je fais des ouvertures articulaires, je ne peux pas faire autrement. J'ai un respect pour l'anatomie qui m'est resté. Et donc la chirurgie, c'est quelque chose que j'ai abandonné parce qu'on ne pouvait pas faire toutes ces expéditions. La chirurgie demande une implication permanente pour la précision du geste, la connaissance anatomique, etc. Donc j'ai fait de la médecine générale en remplacement. Ça a été une école de vie formidable.
La médecine générale, je l'ai faite en milieu rural, en milieu urbain aussi, à une époque où ça continue un peu moins, où on faisait des visites, on allait chez les gens. Donc on connaissait. Et là, après toutes ces années, si vous voulez, l'être humain, il n'y a plus de classe sociale devant la maladie. La médecine, c'est une exploration de l'humain, surtout en médecine générale, qui est extraordinaire. C'est un métier incroyable. C'est un des rares métiers où vous pouvez demander à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vient en consultation, déshabillez-vous. Vous voyez, c'est tout ça pour déshabillez-vous à tous les sens du terme, c'est-à-dire confiez-vous, quoi. Ça a été une expérience extraordinaire. Mais à l'Everest, un jour, donc j'étais médecin sur la face nord de l'Everest, bon, je grimpais, je participais, j'avais 38 ans, j'étais tout seul au camp 2 sur une arête, il y avait du vent, j'étais immobilisé par du vent, il y avait Berlioz. Et là, je me suis dit, mais peut-être que maintenant, je vais reprendre en main mon existence, j'ai envie de faire mon expédition. Et donc le pôle Nord est arrivé comme quelque chose qui était sur ma trajectoire. Et donc j'ai fait une première tentative en 85, j'ai échoué, et j'ai réussi en 86. C'était un parcours initiatique extraordinaire. J'ai fait cette expédition qui a duré 63 jours, avant le GPS, avant Iridium. Aujourd'hui, il y a Iridium, vous savez, le téléphone. Vous arrivez au pôle Nord. Allô, maman, je suis au pôle Nord. Et il n'y avait rien de tout ça. Et au pôle Nord, il n'y a rien. Vous marchez sur un océan gelé. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Vous marchez sur un océan gelé. Ça a été une rencontre avec mes faiblesses, avec moi-même, avec mon ambition. Au début, j'ai connu des températures très basses. J'ai connu moins 52 sous la tente. Là, c'est limite. J'étais un super campeur, heureusement. J'avais cette expérience-là. J'ai résisté à la tentation de l'abandon. Ça, c'est acte 1. Résister à la tentation de l'abandon quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'en fait, on invente toujours des façons de taper en touche, quoi. Et moi, je cherchais, sur ce parcours-là, je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, revenir sur une civière, on est un héros, quoi. Si je rentrais en disant il fait trop froid, c'était minable. Et donc je cherchais, et petit à petit, j'ai échappé à ces tentations, et à un moment donné, il s'est passé un truc, je me suis dit, mais attends, tu es sur un rêve, vous voyez, remettre le rêve à la surface. Vous voyez, chaque fois quand vous avez une idée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui fait à l'origine de l'idée, pourquoi on s'engage? C'est pas moi qui tremble, c'est la table. L'idée, c'est précieux. Mais quand je parle de l'idée, cette idée un jour qui vous vient en vous disant, mais c'est ça j'ai envie. Vous voyez, quand les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient. Alors là, c'est le moment où on achète le matos, où on regarde, il va falloir ça et ça, on choisit la couleur de je sais pas quoi, et après, il faut se le coltiner. Et on s'aperçoit que il y avait de la concurrence, c'est plus compliqué, il va falloir, on est un peu découragé, il y en a toujours quelques-uns qui vous disent, mais tu es sûr que de ton coup, là, avec ça, machin et tout. Si ça vous a allumé un petit peu, ça, encore une fois, c'est précieux. Là, il faut résister, parce que quoi que vous entrepreniez, on est confronté à ça. On progresse par seuil. Le début, c'est la première étape, c'est tout formidable, toute découverte. Après, il faut apprendre, on se rend compte qu'on n'est jamais seul dans l'existence, qu'il y a de la concurrence, etc. Et une lecture, un film, parler, on sort des fois d'un bon film, vous voyez ça vous redonne la pêche, vous avez envie de... Voilà. Donc, tenir. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, persévérer, fondamental, persévérer. Et hop, on passe un seuil, et là, de nouveau, on avance, on a progressé, voilà. Donc, mon parcours au pôle Nord, ça a été cette révélation en moi-même. Et je me suis rendu compte que j'étais sur un parcours qui m'avait fait rêver. Il m'a fallu du temps pour réaliser ça. Et donc, je dis tout le temps, remettez le rêve à la surface. Le rêve du départ, si vous voulez, après, il est englouti, parce que c'est compliqué de monter une boîte. C'est compliqué. L'administration, les trucs comme ça, toutes des choses qui sont décourageantes. Mais ne pas perdre de vue que vous avez une idée à un moment donné qui vous a porté. Et donc, sans arrêt, remettre le rêve à la surface. Donc, moi, je suis arrivé au pôle Nord après 63 jours d'une retraite intense. Et
J'étais tout seul. Et donc, il n'y avait rien pour le partage. Donc, je parlais à mon réchaud, à mon traîneau. Je parlais à la glace. C'était un moment... Toutes les cellules du corps étaient heureuses. Vous voyez, cette espèce, c'était orgasmique. C'était extraordinaire, quoi. Ce moment où je dis, ça y est, tu y es, quoi. Et je suis revenu de là avec deux outils intéressants. D'une part, un début de notoriété. La notoriété, à mon niveau, c'est super. C'est, vous arrivez dans un resto, on vous dit c'est complet, on vous reconnaît, on vous trouve une place. Bon, ça c'est les trucs sympas. Mais surtout, je suis revenu avec la conviction que faire des expéditions allait être ma vie. Vous voyez, c'était un rêve de gamin, et en fait, sans m'en rendre compte, petit à petit, j'y suis revenu. Donc si vous avez, encore une fois, j'y tiens, cette idée ancienne, quelque chose, le truc qui était fait pour vous, vous voyez. Même si vous prenez un chemin tordu, à un moment donné, si on s'écoute soi-même, on y revient. Et donc, je suis revenu avec ça. Donc, j'ai fait un bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui s'appelait Antarctica, qui est un bateau pour affronter la glace, pour échapper à l'écrasement par la banquise. Là, j'étais déjà dans une innovation totale. Le Bureau Veritas ne voulait pas en entendre parler. Je ne sais pas si vous connaissez le Bureau Veritas, c'est un bureau de certification. Enfin, vous ne voulez pas entendre parler. Tous les bateaux qui partaient là-bas se faisaient broyer. Moi, j'avais fait dessiner un bateau qui il n'y avait aucun assureur, aucune banque, rien. En allant à Toulouse, je rencontre un copain qui était avec moi à Mathelem, qui me dit « Je suis prof de mécanique à Sup Aéro ». C'était en 87. Il me dit « On vient de recevoir un programme Katia Aviation ». Le programme Katia, c'était déjà les premiers trucs de numérisation. Il me dit, si tu veux, on peut formuler la compression de la glace. C'était les premières simulations qu'on pouvait faire. Il me fait un dossier génial. J'arrive au Bureau Veritas, ça a été accepté. Ce que je veux dire, c'est que l'audace, c'est la frontière où vous amène l'expert. Au-delà, l'expert, il ne sait pas. Et ce n'est pas l'expert qui va prendre l'audace, quoi. L'expert, il sait jusque-là. Et donc, la création sans arrêt, c'est quelque chose qui vous permet de changer de niveau d'audace. Et on se retrouve bien seul, des fois, dans ce niveau d'audace que l'on a pris. Il y a toujours des gens qui vous disent que attends, ça va se casser la gueule, ça ne va pas marcher, etc. Tenez sur les choses qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est la première des choses. L'audace, c'est quelque chose qui vous appartient. Ne vous réfrénez pas. Je fais pas mal d'interventions dans les établissements scolaires. Récemment à Langres. Je ne sais pas si vous connaissez Langres, c'est les sources de la Seine. C'est perdu. J'avais des classes de première et de terminale. Donc, milieu assez plutôt de la campagne. Et je leur disais, soyez ambitieux dans ce que vous voulez faire. C'est important. Moi, je suis né dans un milieu où il ne fallait pas... n'érange personne, quoi. Et en fait, c'est important d'être ambitieux. Il ne faut pas se réfréner. Je n'ai pas dit prétentieux, j'ai dit ambitieux. Prendre des risques, aller de l'avant, c'est quelque chose. C'est ce qui nourrit l'existence, en fait. Vous parliez de grandes structures, des grands groupes. Soit en effet pour les grands groupes, dans une structure pyramidale, avec un peu d'ambition, on peut arriver à trouver son chemin, mais on en écarte quelques-uns. Soit vous avez envie d'inventer votre vie, et à ce moment-là, prenez votre chemin, mais sachez que c'est un chemin qui est beaucoup plus compliqué. La liberté, si vous voulez, elle est essentielle pour la créativité que j'évoquais tout à l'heure. Je sais que tous ici, vous êtes dans des entreprises, vous voulez créer, vous êtes des créateurs. Eh bien, la création, c'est quelque chose qui demande de la liberté. Vous voyez, la liberté de créer. Parce que dans une pyramide, on vous confie la tâche de là, il faut la faire bien, mais si vous voulez créer quelque chose d'une manière plus débridée, ça se prend. La liberté, elle ne se gagne pas sur les autres. La liberté, elle se gagne sur soi. Qu'est-ce qu'on est capable de s'accorder? Moi, j'étais sur un parcours de chirurgien qui me plaisait, j'avais une perspective, mais j'avais cette envie d'expédition qui était plus forte. Après ça, je suis revenu à la fac à un moment donné, j'étais assistant d'université. Je reçois une lettre d'Éric Tabarly que j'avais rencontré par hasard, à qui j'avais proposé mes services.
Et cette lettre me disait, si vous voulez faire la course autour du monde, la transpacifique, machin et tout, on part pour un an. Je me souviens, j'avais été voir mon patron à la fac, je lui ai dit, regardez ce que j'ai reçu. Il aimait la mer. Et il regarde, il me dit, à votre place, j'irai, il me dit. J'ai dit, c'est ce que j'ai décidé de faire. Quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis rendu compte que j'avais un poste important parce que tout le monde venait me voir en disant, à ce qui paraît que tu pars, tu libères le poste. J'étais salarié pour la première fois, pas pour la première fois, voilà. Mais j'avais envie de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de s'accorder comme liberté, de rupture par rapport à un parcours conventionnel? Voilà. Eh bien, toute la création, inventer sa vie, en fait, ce sont ces choses-là. Et donc, c'est intéressant de ne pas se limiter. Vous parliez de robots tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Le Monde aujourd'hui. Il y a Elon Musk qui n'arrivait pas à produire. Il avait déclaré, il y a 3 ans, on va tout robotiser, on va tous les avoir. Quand il disait ça, il parlait de... Et il s'est rendu compte qu'il est arrivé au bout du sujet. Et la semaine dernière, il y a un mois, il fallait absolument qu'il termine 5000 voitures par semaine. Il a monté un camping, une tente de camping géante sur le parking de son truc. Et il a dit, oh les gars, venez, les gars et les filles, venez, j'ai besoin de matières premières, j'ai besoin de manuels parce qu'on n'y arrive pas avec les robots. C'est intéressant. C'est intéressant. Et si vous avez dans votre entourage, je reviens à la formation professionnelle aux 10 doigts, moi, mon insouciance, elle est toujours venue de mes 10 doigts. Je savais qu'à n'importe quel moment, je pouvais construire une cabane, avoir des poules, un jardin et voir venir. Je savais que j'avais mon arrière personnel qui pouvait, là. Et donc, ça m'a aidé à prendre pas mal d'initiatives. Et donc, si vous avez dans votre entourage un garçon, une fille qui est en 3e, parce que c'est là que ça se passe des fois, qui n'a pas des bonnes notes ou qui machin, on n'y arrive pas, il n'est pas forcément mauvais, il n'est peut-être pas sur sa bonne trajectoire. Et la remise dans une formation professionnelle, c'est quelque chose qui est un parcours de confiance. J'ai rencontré la semaine dernière Jean-Michel Blanquer, notre ministre, parce que vous avez compris, avec mon parcours de CAP de tourneur-fraiseur, chirurgien, etc., je suis un ambassadeur de la formation professionnelle. C'est quelque chose qui est en train d'être poussé. Et j'ai rencontré, il y a 2 jours, Patrick Pouyanné, qui vient le président de Total, qui va créer des écoles de formation professionnelle, parce que dans tous les métiers manuels, on manque de mains. On manque des mains. J'étais chez Engie récemment, il me dit, si vous connaissez des soudeurs, on les prend à 3 000 euros. J'étais à Pointe-Noire en Afrique, un bon soudeur, découpeur, sur une plateforme pétrolière, ils sont à 6 000 euros. On manque de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est extrêmement bien rémunéré. Donc j'insiste là-dessus, parce que c'est aussi une autre façon de rentrer dans l'existence. Après, ça ne vous empêche pas, ça ne les empêche pas. Vous avez déjà votre parcours, ça n'empêche pas de revenir dans la vie courante par un parcours professionnel. Donc voilà, je voulais vous parler de ma trajectoire, les leçons, entre guillemets, que je pouvais en retirer par rapport à ce que vous pouviez entreprendre. Et c'était quoi? C'était l'audace. Et puis c'est ça, daring. Hein? Daring, c'est l'audace. Never stop daring. Inventer, c'est génial. Inventer, c'est génial. Ne vous limitez pas. À Stanford, j'ai passé un peu de temps. Je n'ai pas étudié à Stanford. Mais j'ai passé un peu de temps. J'ai un copain qui est là-bas. Et donc, il me fait visiter. Il me dit, là, dans cette salle, on a des réunions où il est interdit sur des sujets d'émettre des pensées négatives. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire non, ça ne marchera pas, ou on l'a déjà essayé, ça ne marche pas là-bas. Chacun a le droit de se lâcher, de dire une bêtise éventuellement, d'être dans la créativité. Donc, ne vous réfrénez pas, ça c'est fondamental. Soyez les explorateurs, et je termine là-dessus, soyez les explorateurs engagés de votre temps. Soyez les explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain.